tous. Merci de vous être connectés en effet. Puis merci surtout au CIMOP de confier à Deltamu l'introduction de cette série de webinaires sur la métrologie. En face de vous, donc en 2 mots, je me présente. Jean-Michel Pou. Ouh là là, il y a un problème. C'est quoi ce bruit? C'était juste un micro, c'est bon, j'ai désactivé. Vas-y. Okay, très bien, merci. J'avais peur que ça vienne de moi. Donc Jean-Michel Pou, je suis le président fondateur de la société Deltamu, mais avant tout, je suis un passionné de métrologie. Ça fait un peu plus de 30 ans maintenant, plutôt 35 même, que je suis dans le métier. J'ai beaucoup réfléchi. Je vais essayer aujourd'hui, pour ce séminaire d'ouverture, de vous partager cette réflexion. Donc du coup, on va faire un peu l'histoire de la métrologie. On va repositionner la métrologie dans son et dans ses contextes pour essayer de comprendre un petit peu où nous en sommes et comment les gens en général perçoivent ce métier. Je pense que comme vous êtes tous concernés par les mesures, on est tous dans nos vies de tous les jours concernés par les mesures. Vous avez sûrement tous votre idée du comment est perçu ce métier. Je vais essayer de vous partager la mienne et peut-être donner quelques explications à un certain nombre de phénomènes qu'on peut observer qui sont, aux yeux des spécialistes, qui sont un peu curieux. Bon, tout d'abord, comme il est d'usage, 3 mots de présentation de Deltamu. Donc Deltamu a 23 ans aujourd'hui. En quelques chiffres ici, je ne vais pas les détailler, vous les voyez à l'écran, et le support de présentation vous sera fourni à la fin de cette présentation. Ce qui est intéressant, c'est le bas, ici, cette fresque temporelle qui marque un petit peu tous les événements et tous les événements marquants de la trajectoire de Deltamu. Et vous voyez, pour ceux qui repèrent les noms des normes, par exemple, qu'on a beaucoup participé à la normalisation, qu'on a beaucoup participé à des actions collectives. Voilà. Donc, on pourra retracer toute cette fresque. Pour Deltamu, c'est un chemin perpétuel que d'essayer d'améliorer les pratiques et la compréhension de la métrologie et notamment de la métrologie dans le domaine industriel. C'est notre cœur de métier, c'est l'industrie. Ce ne sont pas les autres métrologies dont je vais quand même dire 2 mots tout de suite. Quelles sont nos différentes reconnaissances et notamment nos différentes implications en dehors du monde industriel. J'insiste de plus en plus aujourd'hui sur nos implications dans le monde de la formation. Je pense que, et je vais vous donner mon explication du comment les gens reçoivent et perçoivent la métrologie. Il y a beaucoup de travail en fait culturel à faire. On va essayer de comprendre pourquoi. Et du coup, c'est sûrement plus intéressant de prendre la question à la racine, c'est-à-dire pendant la formation initiale de nos jeunes, plutôt que d'essayer de corriger des choses un petit peu plus tard. Donc on a décidé de beaucoup s'investir dans la formation des jeunes à travers différentes choses. Et comme vous le voyez là à l'écran, on a été impliqué à la création d'un master spécialisé data science pour l'ingénierie, dans lequel on porte la métrologie pour la data science en fait. Et surtout, également, on a participé à la révision du BTS TPIL, qui va devenir à la rentrée prochaine le BTS métier de la mesure. J'imagine que certains de vous connaissent ce BTS, en tout cas le BTS TPIL. Et tout ça, ça nous conduit à proposer des choses aussi, on en parlera plus tard, pour l'instant c'est un peu confidentiel, mais dans le cadre de la formation de nos jeunes. Et pour finir sur Deltamu, en fait, on a 3 grands piliers et 3 grands types de prestations. On a d'abord un logiciel pour lequel, en général, on est connu, Optimu, qui est un des logiciels leaders sur le marché français pour la gestion de parc. Alors, gestion, on pourra discuter ce que ça veut dire. Optimu, aujourd'hui, représente entre 60 et 70% de notre chiffre d'affaires, bien qu'en 2021, les choses ont peut-être un petit peu évolué, au bénéfice des autres prestations qu'on peut proposer, à savoir des formations, que ce soit des formations initiales, donc le BABA, les formations de base, jusqu'à des formations d'excellence sur des sujets un petit peu complexes. Voilà, donc là, on est capable de prodiguer et d'expliquer un certain nombre de choses qui ont trait à la métrologie. Métrologie au sens large, donc on inclut là-dedans toute la partie statistique, car la métrologie, c'est aussi et surtout beaucoup de statistiques. Et ces statistiques, on les met au service de certaines prestations, notamment dans l'évaluation des incertitudes de mesure dans des domaines un peu complexes, dans l'organisation de comparaisons interlaboratoires. Enfin, voilà, on accompagne pas mal d'industriels dans des démarches qui n'ont plus rien à voir avec la gestion de parcs classiques ISO 9000. On les accompagne dans des sujets un peu sioux en termes d'évaluation d'incertitude. Comme on va engager cette série de webinaires sur la métrologie, je vous propose dans un premier temps une petite réflexion autour d'un monde sans mesure. Imaginons un monde sans mesure. J'ai publié, j'ai mis le lien dans le slide, un article à l'occasion de la Journée mondiale de la métrologie le 20 mai
sur LinkedIn. Et du coup, plutôt que de le relire, j'ai repris l'introduction de cet article pour vous dire à quel point la mesure est importante dans nos vies. On mesure tout le temps et sans mesure, je crois pouvoir dire qu'on en serait encore à peu près, alors c'est un peu faux évidemment, c'est caricatural, dans un monde préhistorique dans lequel on vivrait encore dans des grottes parce qu'on ne saurait pas fabriquer des bâtiments et on frotterait des silex pour essayer de faire du feu parce qu'on n'aurait pas compris un certain nombre de choses. C'est assez incroyable de penser qu'aujourd'hui, la mesure fait partie de nos vies de façon tellement inconsciente et naturelle qu'on oublie de se poser des questions. Or, des questions, on s'en est posé beaucoup au fil de l'histoire. Et ces questions de la métrologie ont accompagné, en tout cas sur le tard, les 4 révolutions industrielles dont on parlait souvent. Je mets ce slide-là, c'est juste pour faire un rappel sur le fait que je vais essayer de faire coïncider des révolutions qui sont les révolutions industrielles et donc aujourd'hui l'industrie 4.0 dont on parle de chaque jour sur tous les réseaux, sur tous les médias, pour nous expliquer à quel point c'est important de moderniser l'outil industriel, et on en est tous sûrement convaincus autour de cette table. Et du coup, on va essayer de trouver une certaine convergence avec une évolution aussi dans les pratiques métrologiques qui vont s'imposer du fait de cette révolution 4.0. Je rentrerai dans les détails tout à l'heure. Pour l'instant, j'aimerais retracer en fait un peu l'histoire de la métrologie avec vous. Et l'histoire de la métrologie, alors elle commence évidemment pas en 1791 comme je l'écris ici. Elle commence bien avant, par exemple, en révisant, enfin en préparant un petit peu ce matin. Du coup, j'ai été refaire un petit tour sur Wikipédia, juste par curiosité. Et je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un sait à quelle date on a mesuré pour la première fois la circonférence de la Terre. Je suis un peu tombé par terre quand j'ai relu la date. J'avais le nom, mais je n'avais pas la date. C'est Eratosthène qui a fait ça, et c'était à peu près 200 ans avant Jésus-Christ. Autrement dit, nous, notre espèce, les humains, les sapiens, on est tellement curieux de découvrir le monde et de découvrir les phénomènes qui font le monde et qui font notre univers, que depuis très très longtemps, on se pose des questions, on a développé de la culture, on a développé de la technologie, à tel point que cette curiosité, ces mesures qu'on a voulu faire, elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles ne datent pas avec la mise en place du système métrique, elle est bien antérieure à ça. Et à l'époque, Eratosthène ne s'était pas trompé de beaucoup, puisque, alors évidemment, il ne calculait pas en kilomètres, il calculait en stades, mais on peut faire la conversion en kilomètres aujourd'hui. Et il avait trouvé quelque chose autour de 39 000 kilomètres, alors que la circonférence de la Terre fait 40 000 kilomètres. Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on l'a décidé en 791. Alors j'explique en 2 mots. Cette révolution que j'appelle l'éclairante, ce premier grand acte de la métrologie internationale, c'est la définition d'un système d'unité. Pourquoi on a défini un système d'unité? Parce qu'à la veille de la Révolution française, donc dans les cahiers de doléances, les Français demandaient à l'époque un roi. Alors ils sont versatiles puisqu'ils n'ont pas mis longtemps à lui couper la tête, mais enfin c'était exigé, c'était demandé dans les cahiers de doléances un roi, une loi. Là pour le coup on est servi, un poids et une mesure. Et c'est surtout ça qui va nous intéresser. Pourquoi nos finalement grands-parents, parce qu'on parle de 1789, c'est pas très très loin, pourquoi nos grands-parents souhaitaient avoir un poids et une mesure? J'en appelle à ceux qui, déjà dans leur vie, ont fait livrer du bois, ils vont comprendre bien ce qui se passait à l'époque quand on commerçait, quand on achetait des quantités, que ce soit du sel, des légumes ou de la viande. Et ben, chaque fois qu'on avait une transaction commerciale, qu'on voulait acheter quelque chose, on avait un doute sur la quantité échangée. C'est pour ça que je fais la référence aux stères de bois. Moi, j'ai fait dans ma vie rentrer plusieurs fois du bois, et à chaque fois que le paysan est parti, après m'avoir déposé soi-disant 10 stères dans le jardin, bon, je savais qu'il fallait que je les range, ça c'était un petit peu embêtant, mais surtout, je me demandais si je ne m'étais pas fait voler. Et donc, avant la Révolution française, ce sentiment de se faire gruger au moment des échanges commerciaux, c'est ça qui fondait cette demande de nos aïeux, donc d'avoir un poids et une mesure pour ne plus avoir à douter de ces mesures. Alors là, l'État a pris les choses en main, et je peux dire que l'État a particulièrement bien travaillé, puisque aujourd'hui, vous constatez, à la veille d'élections dans 15 jours, là, si j'ai bien compris, on ne parle plus de poids et mesure depuis longtemps, si ce n'est au sens figuré. Les choses sont rentrées dans les mœurs et on ne se pose plus ces questions-là. À la veille donc de la Révolution française, on se les posait. Et pour répondre à ces questions, pour avoir un poids et une mesure, on a décidé, donc ça on doit ça à Talleyrand, de créer un système international d'unité de mesure. Ce système international d'unité de mesure, il devait avoir des propriétés assez simples. Il devait, disait-on à l'époque, présenter rien de particulier ni d'arbitraire à la situation d'aucun peuple sur la Terre. Autrement dit, il fallait réussir à trouver des unités de mesure qui soient disponibles dans la nature pour qu'il n'y ait pas de contestation possible. En effet, vous êtes toujours à l'écran? C'est bon, Abby?
Allô? Oui, 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 toujours. Oui. d'accord, parce que j'ai eu un truc écran et j'ai cru que ça allait. Donc, ça paraît très simple de mesurer pour nous aujourd'hui en 2021, et vous êtes tous soit des spécialistes de la mesure, dans le groupe mesure évidemment, mais soit vous utilisez au quotidien des mesures, que ce soit dans les machines-outils, dans les robots, on ne fait qu'utiliser des mesures en permanence, et on en oublie la complexité de la mesure. En gros, mesurer, c'est comparer, et la question qu'on se posait en 1791, c'est comparer à quoi? Comment on définit des unités de mesure qui vont être acceptables dans le monde entier? Ça nous paraît une évidence aujourd'hui, puisqu'on a tous les mêmes unités de mesure. J'en profite pour dire que les anglo-saxons continuent à travailler avec des inches, parce qu'ils n'ont pas fait leur conversion, mais l'unité internationale de longueur, que ce soit pour les Occidentaux, enfin tous les pays du monde, y compris les anglo-saxons, c'est le mètre. L'inch est une subdivision non décimale du mètre. Autrement dit, l'inch a pour racine le mètre, et on le divise par un facteur connu pour l'exprimer en inch. C'est une conversion qui est immuable dans le temps, hein, contrairement à des conversions dans d'autres systèmes de mesure qui sont, par exemple, les systèmes de monnaie. L'euro change tous les jours de valeur par rapport au dollar et par rapport au yen. Le mètre, il reste le mètre immuablement au cours du temps. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à faire beaucoup de découvertes scientifiques. Donc, ça paraît simple de mesurer, ça paraît simple d'avoir une unité de mesure. En 1791, quand on a demandé aux gens de réfléchir à qu'est-ce qu'ils pouvaient faire un mètre dans la nature, ça n'a pas été si simple que ça. Mais on a fini par statuer. Je ne vais pas refaire devant vous toute l'histoire des unités parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'est assez intéressant de savoir que cette question fondamentale en 1791, elle perdure encore aujourd'hui. Et il y a 2 ans ou 1 an, il y a des unités de mesure qui ont changé de définition. Alors pas de valeur, mais de définition, parce que justement, et de façon constante depuis cette époque, on travaille à l'amélioration de la connaissance des unités de mesure. Alors, amélioration des unités de mesure, c'est simple, on va finir l'histoire du mètre. C'est qu'en 1791, pour trouver une unité qui aille à tout le monde et qui soit universelle, on a décidé que le mètre serait égal à la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Donc rien d'anormal à ce que la Terre fasse à peu près 40 000 km de circonférence, c'est simplement parce que c'est cette circonférence qu'on a pris en définition pour définir le mètre. Une fois que j'ai dit, en 1791, que le mètre était égal à la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre, j'ai toujours pas dit combien faisait un mètre. Il va falloir que je mesure la circonférence de la Terre. Imaginez-vous, à l'époque, c'était pas simple. On a quand même réussi à le faire. Là, dans notre petite icône, c'est Méchain et Delambre qui ont mesuré en 7 ans un bout de méridien terrestre entre Dunkerque et Barcelone. Et imaginez bien que quand ils sont revenus, ils n'ont pas pu dire un mètre, c'est rigoureusement ça. Ils ont dit un mètre, c'est à peu près ça, parce qu'ils ont réussi à matérialiser cette définition. Aujourd'hui encore, quand on donne une définition à une unité de mesure, on est toujours dans le à peu près. Hein. Alors, dans le à peu près en 1791, c'était peut-être le millimètre, j'en sais rien, ou le dixième de centimètre. Aujourd'hui, c'est 10-12 pour le mètre, c'est 10-15 pour la seconde, mais c'est toujours à peu près. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. Je finirai sur le 1791 et la définition du système international sur une phrase qu'on trouve écrite dans les textes de l'Assemblée constituante, pour vous dire la portée de ce qui a été fait à cette époque-là et dont on a oublié les racines, mais on vit toujours avec les conséquences bénéfiques de ce qui s'est fait à cette époque-là. C'est qu'il est écrit dans les textes que la définition d'un système international d'unité serait l'un des plus beaux monuments de la Révolution française et assurerait la régénération du peuple de France. Quand on lit ces paroles, pour un météorologue passionné comme je le suis, ça met un peu les poils parce qu'on a complètement perdu la mesure de ce qui s'est fait à cette époque-là et à quel point c'était important. Alors important pourquoi? Parce que, vous le savez sûrement, dans le monde scientifique, dans le monde théorique, pour démontrer qu'une théorie est vraie, ça va forcément passer par des mesures. Et ces mesures, elles doivent converger partout dans les laboratoires du monde entier. Et imaginez que si on n'avait pas d'unité de mesure qui soit la même dans tous les pays du monde, on ne fabriquerait pas de bagnoles, on ne fabriquerait pas de cafetières et on ne fabriquerait pas de machines à mesurer. Mais surtout, on n'aurait pas découvert, par exemple, le boson de Higgs. Le boson de Higgs, qui est la dernière grande découverte fondamentale qui a défrayé la chronique il y a quelques années, c'était une théorie dans la tête d'un monsieur qui s'appelle Higgs et dont les effets ont été mesurés dans les accélérateurs de particules. Et c'est cette mesure qui a permis de dire, oui, effectivement, il y a de bonnes chances de penser, il y a de bonnes raisons de penser que le boson de Higgs existe. Ce que je viens de dire là pour le boson de Higgs, c'est vrai pour toutes les théories scientifiques. Sans mesure, on n'aurait pas aujourd'hui de GPS, on n'aurait pas aujourd'hui la technologie dont on dispose. C'était essentiel pour valider des découvertes scientifiques de pouvoir faire ces mesures. Je me suis permis de donner le nom à cette révolution l'éclairante parce qu'effectivement, elle a permis d'éclairer l'humanité
sur toute la partie théorique et scientifique. C'est grâce à ça qu'on a réussi ce pari. Ensuite, et très vite après, pour répondre aux exigences des Français d'ailleurs, enfin de nos grands-parents, dont j'ai parlé tout à l'heure, un poids, une mesure, on a en 1837 inventé quelque chose qui existe encore et qui à l'époque s'appelait la métrologie légale, qui s'appelle encore la métrologie légale aujourd'hui, qui est portée par la sous-direction de la métrologie. Cette métrologie légale, elle a pour objectif de garantir la loyauté des échanges commerciaux. En 1837, on disposait d'unités de mesure, donc le kilogramme et le mètre. On a ensuite organisé, pour la partie des échanges commerciaux, un système qui permet aux clients de ne plus avoir à douter de ce qui est indiqué sur la balance du boucher. On a pris un petit exemple du boucher. Vous voyez la petite étiquette verte là qui brille. Et bien ça, c'est ce qu'a inventé la métrologie légale pour nous offrir la sécurité intellectuelle de ne pas douter quand on achète quelque chose. Nous, métrologues, nous savons qu'aucune mesure ne peut être exacte. Quand le boucher me dit votre côte de veau, elle pèse 887 grammes, je sais que ce n'est pas vrai. En revanche, je sais que l'État s'est arrangé pour que ce 887 que je vais payer, que je vais convertir en euros, ce 887 est suffisamment proche de la réalité pour que je n'ai pas à douter. Puis un jour, j'en aurai un peu plus, et puis un jour, j'en aurai un peu moins. Et au bout du bout, toutes choses étant égales par ailleurs, j'aurai acheté la quantité réelle de produits. Mais au coup par coup, j'ai peut-être pas forcément, et j'ai sûrement pas la quantité exacte annoncée par la balance. La métrologie légale, j'y reviendrai, elle repose sur 3 grands principes. L'approbation de modèles, c'est-à-dire que tout instrument de mesure utilisé pour les transactions commerciales doit faire l'objet d'une homologation par les services de l'État, passe par une vérification primitive. Donc l'État a défini des protocoles, et je dis bien l'État, pas la norme. L'État, c'est des décrets, c'est à force de loi, c'est obligatoire, d'utilisation obligatoire pour les fabricants d'instruments de mesure, définit des protocoles pour vérifier la conformité des instruments de mesure qui vont être mis à disposition des commerçants. Et ensuite, l'État a organisé la vérification périodique. Alors, de certains des instruments de mesure, vous notez qu'il y a des instruments de mesure qui font l'objet de transactions commerciales qui ne sont pas vérifiées périodiquement. Je pense notamment à mon compteur Linky, je pense à mon compteur d'eau, je pense à mon compteur de gaz. Ils ne sont pas vérifiés périodiquement et j'en suis bien content personnellement parce que je n'aimerais pas payer une vérification périodique pour mes compteurs. La consommation que j'ai me permet de voir s'il y a des anomalies ou pas en général. Donc l'État a organisé pour certains appareils des transactions commerciales des vérifications périodiques. Et cette vérification périodique se traduit par la petite étiquette verte que vous trouvez sur la pompe à essence, sur la balance du boucher et sur les instruments et sur le radar, parce que le cinémomètre qui peut servir à nous verbaliser quand on roule trop vite, lui aussi fait l'objet d'une vérification périodique et lui aussi a sa petite étiquette verte. 1837, c'est la métrologie légale, c'est l'obligation de garantir la loyauté des échanges commerciaux. Quelque part, c'est le début de notre confort, donc c'est pour ça que je l'ai appelé la bienveillante. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on ne fait pas la queue et on ne se dispute pas avec notre marchand de cerises pour savoir s'il y a la bonne quantité, et c'est heureux. En revanche, il y a un revers de la médaille, comme toutes les médailles, et on va voir lequel. En 1987, donc bien plus loin, alors, vous voyez écrit à l'écran la piteuse, je ne sais pas si dans vos têtes, vous voyez à quoi je fais référence quand je parle de 1987. 1987, c'est la première édition de la norme ISO 9000. Alors bon, à l'époque, c'était ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9000. Tout ça, ça a bien changé depuis, c'est normal, en une trentaine d'années. 1987, c'est l'émergence des certifications qualité, la première édition de l'ISO 9001. Alors là, Abby, je veux bien que tu passes la première question du sondage, parce qu'on a préparé 3 petites questions qui vont émailler la présentation. Donc Abby, si tu peux envoyer la première question. Je ne sais pas, je ne la vois pas à l'écran, donc je ne sais pas si... Je viens de l'envoyer. D'accord. Donc tu vas me dire, alors là, la question n'est pas taquine du tout, hein, c'est maintenant que l'ISO 9001 a plus de 20 ans derrière elle, hein, en tout cas le vrai démarrage de l'ISO 9000 dans le monde industriel, c'est le début des années 90. Hein. Moi, à l'époque, j'étais dans un laboratoire d'étalonnage et j'ai bien vu le démarrage de tout ça. Donc j'ai cette chance d'avoir vécu un petit peu les pratiques métrologiques inhérentes, afférentes à l'ISO 9000. Donc je vois bien les années 94-95 comme le gros boom des prestations d'étalonnage. Voilà. Donc 3 questions. Je vous demande des réponses, enfin une question, 4 réponses, pardon.
essayer d'être le plus objectif possible. Est-ce que, selon vous, l'ISO 9000 a amélioré vraiment les pratiques métrologiques des entreprises? C'est-à-dire, est-ce qu'on mesure mieux depuis l'ISO 9000? Est-ce qu'elle a principalement, alors je suis un peu taquin, favorisé les laboratoires d'étalonnage, c'est-à-dire est-ce que finalement on a surtout créé un nouveau métier et on a envoyé des appareils à l'étalonnage sans toujours trop comprendre ce que faisait le laboratoire? Et enfin, troisième réponse possible, est-ce que vous pensez sincèrement que l'ISO 9001 a amélioré la performance industrielle de l'industrie française? C'est une vraie question, à mon avis. Et puis ceux qui ne savent pas, ne savent pas. Voilà, j'imagine que les réponses sont arrivées. Abby, je vais pouvoir continuer. Oui, oui, oui. Je vais décrire dans les slides suivantes pourquoi j'appelle cette révolution la piteuse, en tout cas en matière de métrologie. C'est important de comprendre d'où l'on vient pour savoir où on est, et ensuite on verra où on va avec la révolution, la nouvelle évolution des pratiques métrologiques qui vont être induites par l'industrie 4.0. Alors en fait, la métrologie légale, elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est là pour garantir la loyauté des échanges commerciaux. Il n'y a pas rigoureusement la quantité qui est écrite sur la balance du boucher, il n'y a pas rigoureusement la quantité qui est écrite sur la pompe à essence. En revanche, l'État s'est arrangé pour qu'il y ait suffisamment proche de ça pour que ce ne soit pas discutable. Voilà. Et puis normalement, les erreurs de mesure n'ayant pas de préférence, des fois elles arrangent le client, des fois elles arrangent le commerçant, et à la fin du tout le monde est content parce qu'on peut se serrer la main et on peut être en confiance. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, tout le monde pense et plus personne ne se pose de questions autour de la valeur qui a marqué sur la balance du primeur et mise sur la pompe à essence. Il faut bien voir la différence avec la problématique industrielle. Dans la problématique industrielle, ce qu'on doit garantir, c'est la fonctionnalité. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir fabriqué les pièces du moteur d'avion de façon loyale. Ce qui compte, c'est qu'elles assurent leur fonction, ces pièces, qu'elles assurent leur fonction jusqu'à l'atterrissage. Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. En gros, ce qu'on a pu faire pour garantir la loyauté, ce n'est pas forcément opérant pour garantir la fonctionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour garantir la loyauté? Je vous l'ai dit tout à l'heure, en gros, on a 3 socles importants. Approbation de modèles, donc les technologies sont réputées maîtrisées et fiables, eu égard au service de l'État, donc elles peuvent être utilisées de façon, en confiance, de façon pérenne dans le monde des échanges commerciaux. On organise une vérification primitive parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème dans la fabrication des instruments de mesure. Donc, il faut bien s'assurer au moment où on les livre qu'ils sont conformes. Et on va assurer également des vérifications périodiques avec une belle faute d'orthographe. Il faudra que je choisisse entre vérification et périodique. On va assurer le suivi avec des vérifications périodiques qui vont nous permettre de vérifier que l'appareil ne dérive pas. Il est bien évident qu'un instrument de mesure à l'état neuf, il est ce qu'il est, et que quand on va l'utiliser pendant des années ou des dizaines d'années, je ne sais pas la durée de vie d'une pompe à essence, sur un parking de supermarché qui est soumis au vent, aux intempéries, au froid, au chaud et autres, on peut imaginer que ça peut avoir un impact sur les caractéristiques métrologiques de l'instrument, et que cet impact, il va falloir aller le vérifier de temps en temps. Donc, l'État a organisé la loyauté sur ces 3 principes. Et ce qui est important de noter dans les 3 principes, c'est le dernier, la vérification périodique. Quand la pompe à essence du pompiste est non conforme suite à la vérification périodique, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude d'impact. On ne va pas revenir vers tous les gens qui ont acheté de l'essence dans les 18 derniers mois, si c'est la périodicité de vérification. On va juste constater qu'elle n'est pas bonne. On va donc la régler, l'ajuster, opérer une opération de maintenance, ou la changer si la maintenance n'est pas possible. Et on va repartir pour un délai de 18 mois. C'est essentiel de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact client quand l'appareil n'est pas conforme au moment de la vérification périodique. En revanche, il peut y avoir un impact pour le commerçant s'il ne respecte pas la périodicité qui a été imposée par l'État. Autant si l'appareil n'est pas conforme, il n'y a aucun problème pour le commerçant si il a respecté les dates. Si la date n'est pas respectée, il peut avoir un problème. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut s'organiser comme ça, parce que même si la pompe à essence se trompe d'1%, c'est pas la fin du monde. Certes, c'est peut-être le commerçant qui a été grugé, ou c'est peut-être les clients qui ont été grugés, mais ils n'ont pas été mis en danger de mort parce qu'il manquait 1% de la quantité de carburant dans leur réservoir. Notez d'ailleurs que le prix du carburant fluctue à bien plus de 1% pour que ce soit un vrai problème en termes de quantité achetée. Ça, c'est important. Donc, on vit dans ce monde des vérifications périodiques, on vit dans ce monde des mesures qui semblent exactes,
depuis 1837, comme j'ai dit tout à l'heure dans ma fresque temporelle. Et je cite souvent une phrase que j'avais entendue de la part d'un garçon, d'un vieux monsieur qui est décédé maintenant, qui s'appelait Pierre Jacomo, qui était à l'époque directeur honoraire du Bureau international des poids et mesures, qui avait donc été directeur du Bureau international des poids et mesures, c'est-à-dire cet organisme en fait qui gère les unités de mesure à travers suivant leur caractère international. Et un jour, il était au Congrès international de métrologie, donc c'était à Saint-Louis en 2001. Il y avait une table ronde sur la formation en métrologie en France. Il était dans la salle, j'étais dans la salle aussi. Et du coup, à un moment, il a levé la main et il a dit la chose suivante. Il a dit plusieurs choses, mais j'ai retenu cette phrase, qu'il a confirmée d'ailleurs 2 ans après, parce que je lui ai demandé s'il avait bien dit cette phrase-là. Et il a dit, le problème de la mesure, c'est que nos enfants l'apprennent dans la cour de l'école comme ils apprennent la vis et l'écrou. Cette phrase, elle est fondatrice pour moi. Elle m'a permis de comprendre pourquoi mes contemporains ne comprenaient pas ce que je faisais quand je parlais de métrologie. Quand vous parlez de métrologie à quelqu'un, il vous renvoie tout de suite vers un truc fumeux dans un laboratoire d'étalonnage avec des blouses blanches, alors qu'il fait des mesures tous les jours. Et quand il parle de mesures, en fait, il n'en parle pas de la même façon que moi. Quand Pierre Giacomo dit ça, le problème, c'est qu'on apprend la mesure dans la cour de l'école comme la vis et l'écrou. Il dit simplement que depuis qu'on est enfant, nous tous, nos patrons et nos collaborateurs, depuis qu'on est enfant, on croise des mesures tous les jours. Comme depuis qu'on est enfant, on croise des vis et des écrous tous les jours. La vis et l'écrou, c'est quelque chose de très compliqué en mécanique. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ceux qui connaissent les filetages, mais la cote fonctionnelle d'un filetage, c'est résoudre un système de 4 équations à 4 inconnues non linéaires. Autrement dit, il faut avoir fait maths spé minimum pour comprendre la résolution de cette équation. Pour autant, un gamin de 5 ans, il n'a pas fait maths spé, il sait à quoi sert la vis. Ça sert à ouvrir la boîte des piles de ses jouets ou à fixer un cadre au mur parce qu'il a vu sa maman ou son papa utiliser des vis depuis qu'il est né. Et bien, depuis qu'il est né, depuis que nous sommes nés, nous entendons des résultats de mesure. Et ces résultats de mesure, on les entend toujours avec une valeur et une seule. Voilà. Puisque la métrologie légale a voulu nous rassurer sur le fait que les mesures étaient quelque part exactes. Et le revers de la médaille dont je parlais tout à l'heure de la métrologie légale qui a si bien réussi son challenge, c'est que nous-mêmes, depuis qu'on est tout petit, on a inconsciemment capté l'idée que les mesures étaient justes parce qu'on ne nous a jamais expliqué, à part dans certains niveaux d'études, et on nous a surtout expliqué ça sous la forme d'équations de calculs compliqués auxquels on n'a pas tous compris grand-chose, et moi le premier d'ailleurs quand j'étais dans ma scolarité. Donc on voit ça plutôt comme un truc un peu emmerdant et une formule avec des calculs à faire. On ne voit pas que les mesures par essence ne peuvent pas être justes pour une foultitude de raisons, parce que l'étalon lui-même auquel on va se comparer, on ne le connaît pas parfaitement, parce que l'instrument de mesure qu'on va utiliser, c'est une fabrication industrielle, il ne peut pas être rigoureusement parfait, mais surtout l'opérateur qui l'utilise ne peut pas être parfait, parce que l'environnement qu'il utilise ne peut pas être parfait. Et donc toutes ces imperfections qui construisent, qui permettent d'obtenir un résultat de mesure, ne peuvent pas conduire à une mesure juste. Pour autant, dans nos têtes et de façon inconsciente, la mesure, elle va toujours être juste, et l'incertitude de mesure, c'est un truc qui nous ennuie. Alors mon travail dans ce premier webinaire, c'est de vous expliquer que l'incertitude de mesure, elle est inexorable. Alors certes, elle nous ennuie parce qu'on aimerait bien que les mesures soient justes. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir voler comme les oiseaux. Des fois, quand il y a des bouchons, ça me permettrait d'aller plus vite. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas faire des mesures justes. Et donc, il va falloir vivre avec. Et je vais vous montrer dans les slides qui suivent quelles sont les conséquences de cette croyance et de cette vision qu'on a des mesures justes. Avant de passer, c'est ça. Avant de continuer, et pour vous expliquer à quel point, avec la métrologie, oui, un mot là-dessus, avec l'ISO 9000 en fait, et si vous regardez ce qui est écrit à l'écran tout de suite, on a copié les pratiques de la métrologie légale. Autrement dit, on a copié l'idée qu'il fallait étalonner périodiquement des instruments de mesure, sauf que en métrologie légale, la balance du boucher, je sais qu'elle va servir à peser de la viande. La pompe à essence, je sais qu'elle va servir à mesurer du carburant. La balance que je vais utiliser dans le pharma ou dans une entreprise qui fait de l'injection plastique pour fabriquer des composites en faisant des dosages de différentes matières, là, personne ne sait à quoi va servir la balance dans le monde industriel, ni même le pied à coulisses, ni même n'importe quel manomètre ou capteur de température. Donc on ne sait pas, dans le monde industriel, définir des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. La métrologie légale a pu les définir. La métrologie industrielle, c'est au cas par cas. Et donc ça, c'est très compliqué. Et avec l'avènement de l'ISO 9000,
Je me souviens très bien quand j'étais responsable technique d'un laboratoire d'étalonnage, si j'appelais un client pour savoir quels étaient ses besoins en matière de performance métrologique, il me répondait systématiquement, j'en sais rien, dites-moi juste si mon appareil est conforme. Donc du coup, on est tombé dans ce piège de vouloir déclarer la conformité des instruments de mesure, alors à des normes ou à des spécifications constructeurs, sans vraiment s'intéresser à leur modalité d'utilisation. Je reprendrai un exemple tout à l'heure sur les pipettes qui était assez marquant. Mais pour l'instant, on a choisi de faire témoigner Anaïs, qui est une collaboratrice de Delta Mu. Donc Anaïs, je te donne la parole pour venir nous faire part un peu de ton cursus professionnel dans le monde de la métrologie et nous dire un peu comment tu as vécu les choses et comment tu les as vues jusqu'à aujourd'hui. Merci Jean-Michel. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je m'appelle Anaïs Naturel. Je suis chargée d'études et de projets en métrologie chez Deltamu depuis 5 ans. Et comme a dit Jean-Michel, pardon, je vais vous présenter un peu mon cursus et ce que j'ai vu pendant les années où j'ai travaillé dans la métrologie. Euh, c'est nor- Ouais, t'as enlevé ton partage d'écran, Jean-Michel? Oui, oui, parce que tu veux que je le remette? Ah oui, Ouais, oui, tu non, veux que je le remette. D'accord, d'accord. bah, Ok, enfin, oui, ça oui, je sera le plus remets, simple, je pense. je le remets tout de suite. Ok, Merci. voilà. Ouais, donc bah, j'ai fait un DUT mesure physique à Clermont-Ferrand. Après mon DUT, j'ai commencé à travailler au service qualité d'une société pharmaceutique. Voilà, du coup, il y avait pas de notion de métrologie. Et ensuite, je suis allée travailler dans un laboratoire d'étalonnage pendant 1 année et demie. Donc, je réalisais des étalonnages dans différents domaines, température, pression, hygrométrie, démimétrie, voilà. Et j'étais sous-traitante d'un grand groupe pharmaceutique. On était une quinzaine de techniciens à réaliser des étalonnages. On faisait environ 2000 étalonnages par an. Du coup, sur l'année et demie que je suis restée, ça fait environ 45 000 étalonnages. Et j'ai pas le souvenir qu'un seul étalonnage ait permis de déceler quelque chose au niveau de la production. Et même si l'étalonnage il était non conforme, après les études d'impact, il était toujours conclu que la non-conformité de l'instrument, elle avait pas d'impact sur le produit final. Donc voilà, donc avec certains de mes collègues, ben, on se rendait compte que les étalonnages qu'on faisait ne servaient pas forcément à grand-chose. Mais bon, comme c'était un grand groupe pharmaceutique, il y avait pas moyen de faire bouger les choses, puisque la métrologie qui était installée chez ce client, c'était vraiment, comme le disait Jean-Michel, du copier-coller de la métrologie légale, quoi. On se posait pas vraiment des questions, c'était faut étalonner mon instrument et basta. Il y avait pas plus de réflexion que ça. Et ben, en plus, comme c'était dans le domaine de la pharma, ils se posaient pas forcément des questions sur le financement, donc ils cherchaient pas à optimiser leur métrologie. Et ouais, donc je me suis vite rendu compte que ça allait pas changer. Donc j'ai décidé de changer d'entreprise et je suis arrivée chez Deltamu, là où j'ai découvert une toute autre métrologie, dans laquelle on se pose les bonnes questions et on regarde pas seulement les instruments, mais aussi les mesures. Donc aujourd'hui, je fais plus d'étalonnage, je fais quelques surveillances. Mais par contre, je gère le parc d'instruments de mesure de certains clients qui souhaitent pas s'en occuper. Donc du coup, j'envoie leurs instruments en étalonnage et je récupère les certificats d'étalonnage. Donc c'est moi qui regarde un peu tous les résultats d'étalonnage. Et pareil, là, depuis 5 ans que je suis chez Deltamu, j'ai pas non plus le souvenir qu'un étalonnage ait permis de déceler quelque chose chez un client. Et concernant les surveillances que j'ai faites, j'ai pas forcément non plus détecté grand-chose, mais du coup, ça prouve que le problème, en fait,
généralement, il vient pas de l'instrument parce que les instruments, ils sont souvent fiables, on a confiance en eux, ils dérivent pas. Donc sauf si, bien sûr, voilà, on tombe un instrument ou quelque chose, bah là, l'étalonnage, il va nous servir à lever le doute ou au contraire à nous dire, bon, bah non, là, notre instrument, il dit vraiment n'importe quoi. Mais l'étalonnage périodique, ouais, a jamais vraiment décelé quelque chose. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai jamais vu un étalonnage périodique nous informer ou nous détecter quelque chose. Donc après, ouais, je peux vous citer quelques petits exemples que j'ai vu durant depuis que je suis chez Deltamu. Donc il y avait notamment un de nos clients qui étalonnait ses pieds à coulisses tous les 2 ans. Donc, on lui a demandé bah, comment ça se fait que vous ayez choisi une périodicité de 2 ans. Et il nous a dit bah, que s'il attendait plus de 2 ans, il ne retrouverait pas ses pieds à coulisses. Donc, en fait, là, ben, l'intervention d'étalonnage, elle lui sert pas à grand-chose. C'est plutôt un inventaire qu'il devrait faire. Donc, la périodicité, elle a vraiment été donnée, attribuée arbitrairement. Et c'est pas qu'il n'a pas confiance en son instrument quand il l'envoie en étalonnage, c'est qu'il faut qu'il le voit tous les 2 ans pour pas le perdre, quoi. Ouais, ensuite, euh, enfin, on a plusieurs clients qui ont des thermocouples de type K. Donc, la plupart des industriels qui utilisent ce type de thermocouple, donc ils les achètent avec un certificat d'étalonnage. Mais en fait, ils les remplacent au bout bon, d'un ou 2 ans sans les réétalonner. Parce que ben, l'étalonnage, en fait, il coûte aussi cher que d'acheter le thermocouple. Donc, en faisant pas l'étalonnage, bah, il valide pas les mesures qui ont été faites par les thermocouples en production. Mais bon, si la plupart des industriels font ça et qu'ils n'ont pas de soucis, ça veut bien dire que l'étalonnage, enfin, qu'ils ont confiance en leur instrument et que l'étalonnage, il aurait pas servi à grand-chose. Et, bon, bah après, moi, je pense que Jean-Michel, je vais te laisser la main sur. Ah oui, surtout qu'Abby, elle est en train de m'envoyer des messages en disant: oh là là là, il y a encore plein de slides. Ouais, bon, ben, voilà un peu Donc, pour, je pour vais juste faire mon. un concours de pectoraux avec Anis, puisqu'elle a dit 45 000 étalonnages. Moi, quand j'étais à la tête de l'inqualité, j'ai signé à peu près 500 000 PV Ah, dans le monde dimensionnel. Je crois que j'ai vu 10 fois un problème. Voilà. bon. Et je peux témoigner que non, j'en ai vu 10 et j'en ai laissé passer plein, parce qu'il y a des choses qu'on a découvertes au fil de l'eau et qu'on n'avait pas vues avant. Et il n'empêche que ça n'a pas empêché la Terre de tourner rond. Voilà. Donc là, il y a une vraie question par rapport à ça. Je voudrais juste donner une dernière anecdote et ensuite on continue. Mais c'est important que vous ayez en tête tout ça. C'est pas une critique, c'est pas une critique des pratiques. C'est juste on souligne ici un problème d'incompréhension entre ce qu'était l'exigence de la norme en 1987 et qui était très bien formulée. Pour mémoire, les incertitudes de mesure sont connues et compatibles avec l'aptitude requise en matière de mesurage. C'était ça l'exigence, chapitre 4.11 de la norme, version 94 notamment. Mais alors la première, je ne l'ai peut-être pas, mais 94, c'est ça, 4.11. Et en fait, pour avoir vécu cette époque-là, cette exigence était tellement compliquée, les incertitudes de mesure sont connues. Ah, c'est Quesaco, les incertitudes de mesure, je vous rappelle, on est né dans un monde de métrologie légale. Donc, pour nous, il n'y a pas d'incertitude de mesure, il y a des mesures. Et compatible avec l'aptitude requise en matière de mesurage. Si on voulait écrire une phrase qui n'allait jamais être suivie d'effet, c'était bien celle-ci. Puisque aptitude, mesurage, c'est tout ça des mots barbares. Et donc, dans la note de la norme, il était écrit il faut faire des étalonnages, il faut faire des étalonnages. Alors oui, évidemment, un instrument performant est une condition nécessaire à une mesure de qualité. En revanche, ce n'est pas une condition suffisante. Et ce qu'on voit à travers toutes ces expériences dans les laboratoires d'étalonnage, et j'en ai eu pas mal, et ben c'est que finalement, on concentre nos efforts sur un truc qui n'est pas le plus important. Et merci à vous, puisque dans le groupe, il y a des fabricants d'instruments de mesure. Donc, on ne peut que vous féliciter de fabriquer des instruments qui sont pérennes, qui dérivent pas tant que ça et qui sont performants. Et on est passé à côté de la véritable exigence de l'ISO pour des raisons simplificatrices. On s'est dit, ben, on va faire au moins ça, sauf que le au moins ça ne sert pas à grand-chose. Je donne un dernier exemple. Dans un grand groupe pharmaceutique également, le même qu'Anaïs, mais pas à la même époque.
on avait été sollicité pour optimiser la périodicité d'étalonnage de leurs micropipettes. Et je ne vais pas rentrer dans tous les chiffres, mais sur l'analyse des résultats d'étalonnage des micropipettes antérieures, on leur a démontré qu'ils n'avaient jamais vu que du bruit d'étalonnage. Ils n'ont jamais vu une seule pipette, enfin des erreurs d'une seule pipette. Ils ont vu les erreurs que produisait l'étalonneur au moment où il faisait l'étalonnage. Erreur inexorable. C'est quand on pipette avec une pipette, il y a de la répétabilité, il y a de la reproductibilité, il y a des choses qui se passent. Donc c'est inexorable, on ne peut pas faire mieux que ça. Et donc du coup, ils voyaient surtout ça, et surtout pas les erreurs des pipettes. Néanmoins, dans le domaine pharma, dès qu'il y a une non-conformité, parce que les statistiques, je ne veux pas faire de statistiques, mais les statistiques font que des fois, ça arrive, les phénomènes improbables. Et quand on fait souvent des étalonnages, on a des fois des phénomènes improbables qui se réalisent. Ces phénomènes improbables conduisaient à des études d'impact. Ces études d'impact conduisaient à des il ne s'est rien passé, c'est pas grave. Et ça leur coûtait, alors je ne vais pas faire le détail du calcul, mais à l'époque, ça coûtait 1 million d'euros par an. C'est cette histoire d'étalonnage de pipette avec du bruit d'étalonnage. Et quand on a pris le dossier du quelle erreur je peux autoriser sur mes pipettes, et j'en aurais fini sur cet exemple-là, chez moi, grand couple pharmaceutique, on a pris un exemple au hasard, la norme des micropipettes qui fixe des valeurs, je l'ai dit tout à l'heure, pour que les prestataires d'étalonnage puissent dire conforme. Ces valeurs sont totalement arbitraires. En l'occurrence, sur les pipettes, la valeur, c'était 0,8%. La première manip qu'on a étudiée pour savoir jusqu'à quelle erreur de pipette on pouvait accepter pour que ça ne perturbe pas le résultat final, on a démontré qu'en dessous de 15%, la pipette n'interférait pas dans le résultat final. Voilà. 15% d'erreur, c'est-à-dire 20 fois plus que ce que disait la norme. Alors, je ne dis pas que c'était dans toutes leurs techniques, puisqu'on a fait une grande étude après sur tout le site, et on a réussi à conclure que, quelle que soit la méthode utilisée sur le site, en dessous de 4%, ça ne posait aucun problème. Donc de 0,8% à 4%, ça fait un facteur 5, ce n'est pas tout à fait négligeable. Voilà. Bon. Donc pour vous dire, il y avait un vrai sujet de réflexion grâce à l'ISO 9000. Malheureusement, on est passé à côté de ce sujet de réflexion qui a des conséquences, et j'y viens tout de suite. Et aujourd'hui, c'est plus l'ISO 9000 qui va être notre centre d'intérêt, c'est l'industrie 4.0. Et on va voir en quoi le temps qu'on a perdu, c'est pour ça que je l'ai appelé la piteuse, parce qu'on a passé quand même 30 ans à coller des gommettes sur des instruments de mesure et on n'a pas développé cette culture métrologie, alors qu'on en a résolument besoin maintenant dans l'industrie 4.0. Et en 2 mois, je vous dis pourquoi. J'en finis sur ce malheureux copier-coller des pratiques de la métrologie légale. En théorie, dans nos têtes, quand on nous impose une exigence sur un produit, c'est quelque part, ça répond à une fonctionnalité. C'est-à-dire que si on me demande plus ou moins 0,1, que ce soit sur une température, ce qui sera un peu costaud, ou sur une pièce mécanique, c'est qu'on a réfléchi qu'avec ce plus ou moins 0,1, ça fonctionnait, et sans ce plus ou moins 0,1, ça ne fonctionnait pas. Voilà, ça, en théorie, les fonctionnalités doivent être établies quelque part au juste nécessaire. En tout cas, c'est notre leitmotiv chez Deltamu. L'objectif de la métrologie, c'est d'atteindre le juste nécessaire. Donc, on devrait donc, de ce point de vue-là, connaître et maîtriser toutes les incertitudes qui environnent le pilotage des procédés industriels. Et on devrait en fait statuer, ça c'est la théorie, sur l'adéquation entre l'incertitude de mesure et la fonctionnalité, donc et le procédé, par une analyse des risques. C'est-à-dire les risques ne sont pas les mêmes quand je fabrique des bouchons de stylo ou quand je fabrique des pièces critiques d'un moteur d'avion. Et tout ça, ça devrait faire partie de la culture industrielle depuis au moins l'ISO 9001. Je crois connaître un petit peu de monde dans ces domaines-là, et malheureusement, on est encore très très loin du compte. Et en fait, on s'en tire comment ? Puisque les mesures ne sont pas exactes, mais elles paraissent exactes. Et en plus, on fabrique des voitures qui marchent et des avions qui volent, enfin qui roulent, pardon, pour les voitures. Et en fait, on s'en est tiré comment ? Et ceux d'entre vous qui sont dans ces questions de dimensionnement le savent, par l'empirisme, on a constaté qu'en demandant plus ou moins 0,1, ça marchait, alors on continue à demander plus ou moins 0,1, mais ça se trouve, avec plus ou moins 1, ça marche aussi. Et donc, quand on demande plus ou moins 0,1 et qu'on a besoin de plus ou moins 1, on surconsomme des ressources, à la fois en matière première et à la fois énergétique. Et donc, c'est quelque part un pillage organisé des générations futures. Je cite ici Saint-Exupéry qui dit, et je pense qu'il a raison, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Cet empirisme-là coûte cher pour les générations futures. On a aussi un raisonnement au pire des cas. Alors, c'est vrai, qui peut le plus, peut le moins. Mais là encore, qui peut le plus, peut le moins, c'est sûr. Mais si on n'a pas besoin du plus, peut-être qu'on consomme trop pour pas s'être posé la bonne question. Et surtout, je le redis, du fait de la métrologie légale, les incertitudes, ce n'est pas notre problème puisqu'on est dans un monde qui mesure juste. Donc on a contourné la problématique des incertitudes de mesure. On peut se contenter d'un résultat de mesure tel qu'il est écrit sur l'instrument de mesure, simplement parce qu'on a surdimensionné nos exigences.
dans un monde construit sur l'empirisme et donc sur des a priori dont on verra tout à l'heure que l'IA va nous en faire sortir. Je vais vous donner juste une toute petite conséquence avant d'aller plus loin sur cette révolution nécessaire. Et là, Abby, j'aimerais que tu poses la question. La deuxième question. Donc, si tu peux lancer le sondage, s'il te plaît, si tu me dis quand est-ce qu'il est à l'écran, et je commenterai la courbe. Il est lancé. Ok, très bien. Donc, pendant que vous répondez, la question est simple. Hein. Donc, du coup, je vais commenter ce graphe. Alors, je ne peux pas faire... Abby m'a dit, surtout, tu ne nous fais pas de statistiques et des trucs compliqués, parce que c'est un séminaire d'introduction. On verra dans le prochain séminaire si on rentre un peu plus dans les détails calculatoires. Mais là, je voudrais juste vous montrer un exemple réel d'une pièce de l'industrie mécanique. C'est une pièce de système de frein. Qui a été mesurée. Alors, on avait organisé une comparaison interlaboratoire sur les machines à mesurer. Désolé pour la machine Mitutoyo, hein, me flagellez pas. J'ai pris la première qui venait sur Google, hein, j'ai pris une photo. Je ne sais pas du tout de la publicité pour qui que ce soit. Et donc, on a fait mesurer cette pièce par différents prestataires dans le domaine du contrôle pour évaluer quelles étaient les incertitudes de mesure qu'on avait sur ces pièces-là. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais sachez simplement qu'après exclusion des laboratoires qui étaient détectés aberrants parce qu'ils n'avaient pas trouvé la bonne valeur. Donc là, c'est normé, ces espèces de tests qu'on fait sur le traitement des données. On s'est rendu compte de quoi? Que les incertitudes de mesure, nonobstant le fait que c'était sur des machines 3D utilisées dans des conditions de référence par des prestataires qui savent les utiliser, l'incertitude sur la mesure avec la machine était plus grande que la dispersion de production. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. C'est le même exemple que les pipettes tout à l'heure. Le bruit d'étalonnage, le bruit de mesure, le bruit apporté au moment de la mesure, donc un moment de l'étalonnage sur les pipettes, est supérieur aux erreurs intrinsèques des pipettes. Et bien là, le bruit lié aux mesures, alors le positionnement de la pièce sur la machine, la gamme de contrôle, la répétabilité de la machine, parce qu'évidemment, là, on est sur des tolérances très faibles. Hein. On était sur des tolérances de 8H5, par exemple, donc c'est quelques microns. Et ben, on s'est rendu compte que la mesure dispersait au moins autant que le procédé de fabrication, voire pire. Et sur les courbes-là, je ne les explique pas, mais très rapidement, j'attire votre attention. Alors, on a déterminé quoi? On a déterminé, du fait de ce qu'on pouvait connaître sur le procédé de production de ces pièces et de l'incertitude de mesure qu'on avait quand on mesurait cette pièce, on a déterminé ce qu'on appelle le risque client et le risque fournisseur. Le risque client, c'est quand je vois la pièce conforme alors qu'elle est non conforme. Et le risque fournisseur, c'est quand je vois la pièce non conforme alors qu'elle est conforme. Le risque client, il est matérialisé, comme vous le voyez, par la courbe en double trait rouge. Elle est sur l'axe secondaire. Okay, c'est-à-dire qu'elle culmine à moins de 0,5%. Moins de 0,5% de risque client, c'est-à-dire moins de 0,5% de chance de voir conforme une pièce non conforme. En revanche, le risque fournisseur, c'est-à-dire de voir non conforme, une pièce conforme, lui, il culmine à 80%. Alors, j'ai fait cette présentation dans le monde automobile et je leur ai dit la chose suivante. Vous imaginez bien que quand 80% des cas, le fournisseur déclare non conforme une pièce qui est conforme, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il a bien compris que la pièce était conforme parce qu'il l'a envoyée, il n'y a jamais eu de problème de montage, il n'y a jamais eu de problème de fonctionnement. Donc, qu'est-ce qui fait quand on est dans cette situation-là, à ne pas avoir pris en compte les incertitudes de mesure? Eh bien, on bidonne les fichiers. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de fichiers qui sont livrés avec des pièces et qui sont remplis, dont on pourrait tout à fait discuter de la véracité des données qui sont mises dedans. Voilà où nous ont conduit cette façon d'appréhender les mesures, c'est-à-dire très souvent, et je pense qu'il y a des témoins autour de cette table, on est amené à tricher un peu pour faire plaisir à des auditeurs, de manière à ce qu'on puisse livrer nos pièces parce qu'on sait qu'elles sont bonnes, on va prendre le risque, on va croiser les doigts, et à la fin, tout se passe bien. Et voilà une explication rationnelle des conséquences des incertitudes de mesure. Et donc, aujourd'hui, on a des données dont on ne peut pas garantir la fiabilité, ne serait-ce qu'à cause de ça. Qu'est-ce qui change maintenant? Donc, je pense qu'on développera ça dans un prochain webinaire. Là, le but, c'était vraiment de présenter les enjeux de la métrologie, et en tout cas, la façon dont nos contemporains perçoivent la métrologie, et pourquoi on l'aperçoit comme ça aujourd'hui, et qu'est-ce qui change avec l'industrie 4.0. Dans l'industrie 4.0, il y a un certain nombre de technologies, dont une qui me semble être la technologie clé, c'est ce qu'on appelle la digitalisation. Alors attention aux mots valises, digitalisation, ça veut dire plein de choses. Digitalisation, pour moi, ça veut dire la capacité de numériser des informations. Ces valeurs numérisées, ça peut être des chiffres,
ça peut être des docs, des Word, des PDF, des images, ça peut être des YouTube, ça peut être cette capacité d'aller transformer en fait par des techniques numériques, enfin d'aller collecter des informations, de les mettre au format numérique, c'est-à-dire des 0 et des 1, et de pouvoir exploiter ces 0 et ces 1. Voilà, la digitalisation, c'est être capable déjà de récupérer tout ce qu'on sait et de le mettre sous forme de 0 et de 1 dans une machine. Et ces 0 et ces 1, ils vont nous permettre quoi? Ils vont nous permettre, avec des algorithmes un peu élaborés qu'on appelle d'intelligence artificielle, ils vont nous permettre de chercher, en fait, c'est l'image que vous avez ici à l'écran, l'alignement de planètes. C'est-à-dire, en fait, quels sont les événements qui arrivent ensemble et qui expliquent soit ce que je veux obtenir, soit ce que je redoute. Fabriquer une pièce mécanique, fabriquer un vaccin, fabriquer un yaourt, fabriquer une pièce plastique, c'est compliqué parce qu'il y a plein de facteurs qui interagissent en même temps et qui font que des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Et ces interactions-là, quand on a plein de facteurs, elles sont souvent très compliquées à aller modéliser. On vient d'un monde où on a essayé d'identifier les facteurs principaux, parce qu'on sait que la température agit sur la longueur de la cale étalon, dont acte, très bien. Donc du coup, on va faire des plans d'expérience, on va essayer de faire évoluer les facteurs dont on pense qu'ils agissent sur le procédé, et en fait, en fonction de la réponse du procédé à ces plans d'expérience, on va être capable de dimensionner la plage de variation des facteurs de façon à ce qu'on obtienne le plus souvent possible ce qui nous intéressait. Ou de l'autre côté, on élimine des situations qui sont des situations dangereuses. Voilà, ça c'est le monde de l'empirisme, c'est le monde des plans d'expérience, et dans ce monde-là, en fait, on demande aux gens d'avoir une opinion sur les facteurs d'influence. Alors quand je dis une opinion, ce n'est pas négatif, ça peut être une opinion fondée sur l'expérience et parfaitement rationnelle, parce que quand on fabrique des pièces plastiques depuis 20 ans, on a quand même capitalisé de l'information et de la connaissance sur la réaction, mais on ne peut pas demander aux gens d'être capables d'assimiler les dizaines, voire peut-être centaines d'interactions qui se produisent quand on fabrique un bouchon de stylo. On va modéliser les plus grandes, on sait que tel et tel facteur sont dominants. En revanche, parfois, il y a des alignements de planètes négatifs qui font que certains facteurs, quand ils se mettent à être ensemble dans cet alignement-là, ça fait des problèmes et des pièces non conformes. Tous les industriels ont des cailloux dans la chaussure. Tous. Alors évidemment, ils n'ont pas que des cailloux. Heureusement qu'ils fabriquent très souvent des pièces conformes. L'avantage de l'intelligence artificielle et donc du big data, c'est-à-dire cette capacité d'aller recueillir toutes les informations possibles sans avoir d'a priori sur ce qui est influent, pas influent, c'est l'algorithme qui, lui, va être capable d'aller chercher les alignements qui font que ce qu'on veut arrive et ce qu'on ne veut pas n'arrive pas. Cette capacité du big data et des algorithmes, elle est inégalée jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, donc je le redis, on a vu les causes principales. Grâce à l'IA, on va voir les causes secondaires, tertiaires et quaternaires, celles qui expliquent les problèmes qu'on n'a encore pas résolus. Et grâce à ces algorithmes, en tout cas c'est ma conviction, je pense qu'on peut enfin atteindre l'efficience. C'est-à-dire que c'est sûr que quand on n'est pas convaincu, qu'on n'est pas sûr, qu'on n'a pas tout compris, eh ben on va prendre ceinture-bretelle pour être sûr que ça marche. Quand on aura mieux compris, on va arrêter de prendre ceinture-bretelle, on prendra peut-être que les ceintures, pas forcément les bretelles, ou on prendra peut-être ni l'une, ni deux, ni l'autre, tellement on aura confiance dans ce qu'on aura réussi à explorer grâce à ces algorithmes-là. Là, Abby, est-ce que tu peux envoyer la dernière question? Et je pense que je vais être à peu près dans le timing. Tu me dis quand elle est à l'écran. Là, elle est à l'écran. Voilà. Et donc, cette question, j'oriente un peu la réponse, évidemment, mais voilà un peu l'illustration de cette question. Dans le monde du big data et de l'IA, on dit classiquement garbage in, garbage out. Un algorithme, il sait faire plein de choses. En revanche, pour fonctionner, pour donner le meilleur de lui-même, il faut qu'on lui donne des informations pertinentes. À l'époque, au début du big data, donc c'était le début des années 2000, bon, ça c'était le big data vu par les gens du marketing, enfin Google, Facebook et autres, et on peut remarquer quand même qu'ils s'en sont bien sortis, hein. C'est les sociétés aujourd'hui les plus riches du monde. C'est les premières à avoir utilisé ces algos. Et au départ, ils disaient, pour nos algos fonctionnent, il faut 3 V. Le V de la variété, c'est-à-dire il faut tout type d'informations possibles, parce que si ça se trouve, l'âge du capitaine influence la production des bouchons. J'y crois pas, mais j'ai pas de croyance, donc je prends l'âge du capitaine. Voilà. Donc il faut beaucoup de variétés de données, pas d'a priori, on prend tout ce qu'on ramasse. Voilà. Donc là, c'était important. Le deuxième, c'était
la vélocité. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que les traitements qu'on va faire sur ces données aillent vite. C'est-à-dire que vous l'avez remarqué, quand vous êtes sur Google, on vous envoie, enfin, quoique des fois, on vous envoie les flashs de pub 3 jours après. Donc l'idée, sur Waze en tout cas, ou sur les GPS, c'est que ces calculs se fassent tellement vite qu'on puisse vous informer en temps réel de ce qui se passe. Et imaginez que Waze, il collectionne des téraoctets d'informations pour vous dire hop, 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 arrêtez, tournez à droite parce qu'il y a un bouchon, il y a un accident qui vient de se produire. Donc ça, c'était un des V du big data. Et le premier V, je n'ai pas cité dans un premier temps parce qu'il est évident, c'est le volume. C'est-à-dire que pour trouver des alignements de planètes, il faut beaucoup d'informations. Parce que les alignements de planètes rares, le propre d'un alignement de planètes rares, c'est comme il ne se produit pas souvent, pour le voir un jour, il faut qu'on ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de data pour voir qu'un jour, quand ça s'aligne comme ça, voilà ce que ça produit. Donc le volume est essentiel aux algorithmes du big data. Donc ils avaient démarré le big data, ils commençaient à parler de ça en parlant des 3 V, et assez vite, ils se sont rendus compte dans leur domaine à eux qu'il manquait un V, le 4e V, le V de la véracité des données. Parce que si quelqu'un qui est derrière un ordinateur, qui cherche, qui fait des recherches sur le moteur Google, c'est pas la personne que Google croit, c'est-à-dire que c'est pas l'enfant de 12 ans qui s'est connecté, mais c'est un maman qui est en train de chercher quelque chose, vous voyez bien que la véracité va pas fonctionner. Un gamin de 12 ans, il va pas faire les mêmes recherches que sa maman d'un peu plus. Et donc, du coup, quand on va vouloir traiter ces données-là, évidemment, on va trouver des trucs bizarres parce que dans les données, on a des données qui sont pas fiables, en fait. Voilà. Donc, la véracité est arrivée assez vite comme un des piliers du big data. On est tous concernés par cette question. Que ce soit les gens qui produisent des instruments de mesure, il y en a autour de la table, des machines-outils qui sont toutes instrumentées, qui ont toutes des capteurs, qui font toutes des mesures pour pouvoir asservir les moteurs, ou les gens qui font des robots pour les mêmes raisons, c'est-à-dire on fait des mesures pour pouvoir asservir et pour pouvoir dire des choses, si les données ne sont pas fiables et qui vont venir piloter tout ça, évidemment, on ne va pas le piloter comme il faut. Donc cette véracité, elle est essentielle, et c'est le nouveau rôle que doit prendre la métrologie avec ce nouveau virage de l'industrie 4.0. Alors, sans vouloir rentrer dans les détails, et j'en aurai fini, chez Delta Mu, on travaille depuis maintenant quelques années sur une technologie qui s'appelle le BMR. Le BMR, c'est quoi? C'est en fait un post-traitement d'une mesure. C'est rendre le processus de mesure intelligent. Et cette intelligence, elle ne peut être portée que par l'instrument de mesure. Donc c'est vraiment une technologie destinée aux gens qui fabriquent des instruments ou qui fabriquent ou qui exploitent dans leur machine des capteurs qui sont intégrés dans les systèmes. Ce BMR, en fait, il permet de faire quoi? Il permet, comme son nom l'indique, de raffiner les valeurs mesurées pour essayer de se rapprocher des valeurs vraies. Alors évidemment, on ne peut pas connaître la valeur vraie. On serait Dieu si on savait comment se mélangent toutes les erreurs de mesure d'un processus de mesure. Au moment où je fais une mesure, il y a plein d'erreurs qui arrivent, on ne sait pas lesquelles, on ne sait pas comment. Elles arrivent, elles se mélangent, elles ont des propriétés et elles font l'erreur de mesure. Il y aura toujours une erreur de mesure. En revanche, regardez bien cette équation, parce que c'est la base du BMR. Une valeur mesurée, par exemple 10,12, c'est une multitude de combinaisons entre la valeur vraie, par exemple 10, et la somme des erreurs de mesure qui vont s'être produites au moment de cette mesure-là, au moment où j'ai trouvé 10,12. 10,12, ça peut être 10 plus 0,12, ça peut être 10,01 plus 0,11, ça peut être 10,02 plus 0,1, et ainsi de suite. Tout ce qui se passe après, tout ce qui se passe avant. Il y a une foultitude de combinaisons. L'instrument, ou le capteur, il voit 10,12, mais en réalité, il y a une foultitude de valeurs possibles de la valeur vraie, et cette foultitude de valeurs possibles de la valeur vraie, elle dépend, alors de la valeur vraie bien sûr, et de pouvoir accéder à cette valeur vraie, il faut connaître ces erreurs de mesure. Alors là, dans le BMR, on utilise une propriété très simple qui dit que la probabilité de la valeur mesurée, donc 10,12, chaque combinaison entre les valeurs vraies et les erreurs de mesure ont une probabilité d'exister. Et cette probabilité, on peut la calculer quand on connaît la probabilité des valeurs vraies et la probabilité des erreurs de mesure. Promis, je ne fais pas de stats, je ne vais pas plus loin. Mais si j'ai la capacité, et on vous expliquera dans le prochain webinaire comment, si j'ai la capacité d'avoir une idée de ce que sont les valeurs vraies qui se cachent derrière les mesures, et si j'ai la compétence d'évaluer les erreurs de mesure qui se produisent quand je fais cette mesure, alors je suis capable de calculer la probabilité de toutes les combinaisons qui conduisent à une valeur mesurée de 10,12, et donc de déduire de ces probabilités quelle est la combinaison la plus probable. Donc, ok, je vois 10,12, mais sachant tout ce que je sais, la valeur la plus probable, c'est plutôt 10,15. Et donc, du coup, l'instrument de mesure, on peut imaginer demain, grâce aux technologies de l'IoT par exemple, qu'il va voir 10,12, il va finalement rien dire à personne, à part
à ceux qui l'auront paramétré pour faire tous ces calculs, il ne va rien dire à personne et il va dire, en fait, c'est 10,15. Et la conséquence de ça, alors ça c'est un petit graphe et j'en aurai fini qu'on obtient par simulation numérique sur nos technologies. Ici, vous voyez l'histogramme de mesures qu'on aurait réalisé sur des fabrications. Ici, en rouge, l'histogramme de la réalité, parce qu'on a obtenu ça par valeur mesurée. Et là, vous voyez l'histogramme des valeurs qu'on appelle raffinées, des valeurs révisées. Et on voit ici qu'avec la technologie BMR, ce qu'on est capable de faire et qu'on peut intégrer dans les instruments de mesure ou dans les machines-outils ou dans les robots, parce que c'est un post-traitement, c'est purement des mathématiques et des statistiques. Ce post-traitement va pouvoir nous permettre d'avoir des mesures qui, quand on les regarde dans leur globalité, se rapprochent plus de la réalité que ce que les informations brutes nous donnaient. Voilà, j'ai fini là-dessus.